Ça, c'est l'évolution du prix moyen des billets de train. Et si vous avez l'impression qu'il a augmenté, c'est normal. Fin 2023, un billet de train coûtait en moyenne 20% de plus qu'en 2015. Le train est trop cher. Un paradoxe à l'heure du défi climatique qui conduit à privilégier la voiture ou même l'avion sur des trajets que le train pourrait assurer. Mais alors, pourquoi c'est aussi cher? Ce niveau de prix, il est notamment dû à l'importation d'un système venu des États-Unis dans les années 90, un système destiné à optimiser la rentabilité. Un système qui a totalement supplanté les anciennes manières de fixer le prix d'un billet et qui s'est répandu dans toute l'économie de nos jours. Un système qui remet en cause la mission de service public du transport ferroviaire, le yield management. Ça, c'est l'évolution du prix d'un billet Paris-Toulouse réservé à l'avance pour les fêtes de Noël. De 100 €, ce qui est déjà loin d'être bon marché, le billet est vendu à plus de 210 € dès le mois de novembre, soit 2 mois avant le départ. Alors ce relevé, il est tiré d'une enquête de Numérama qui a été réalisée à l'hiver dernier et qui avait pour objectif de mesurer les variations de prix à l'approche des fêtes de Noël. Moi, je constatais en tant que passagère que les prix augmentaient chaque année. Et donc, on s'est dit, on va comparer l'évolution du prix des billets chaque semaine jusqu'à Noël, depuis la date de l'ouverture des billets. L'article est en description, c'est assez édifiant, les prix s'envolent immédiatement après l'ouverture des ventes. Effectivement, c'est plutôt une bonne idée de prendre son billet très tôt. Et on a pu voir que certains prix passaient du simple au double, donc une hausse vraiment phénoménale pour des trajets très demandés. La palme revient au Paris-Toulouse qui dépasse les 200 €, soit plus de 100% d'augmentation. Mention honorable pour les Paris-Strasbourg, Paris-Nantes et Bordeaux-Nantes. Et c'est pareil sur les retours avec des augmentations de prix de l'ordre de 50 à 150%. Plus de gens, certainement, anticipent la prise de leur billet et on se retrouve avec ces prix qui grimpent et ces trains qui sont complets extrêmement vite. On s'est habitué à payer plus cher quand on voyage le week-end ou pendant les périodes de vacances scolaires. Et quand on y pense, c'est quand même pas rien. Parce que pour prendre un exemple pas si éloigné, si à la boulangerie la baguette de pain coûtait 2 fois plus cher le week-end sous prétexte qu'il y a davantage de demandes, pas sûr qu'on accepterait de passer à la caisse. Le yield management dont je parlais en intro, c'est ça. C'est fixer les prix en fonction de la demande estimée. Sur le plan économique, ça veut dire qu'on désindexe les tarifs du bien qui est vendu. En l'occurrence, le siège dans le train du mercredi midi est strictement identique à celui du vendredi soir, mais on le paye plus cher. Et c'est important de se rappeler que ça n'a pas toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais à une époque, le prix était toujours le même. Jean Finez est sociologue et membre du réseau de recherche Faire Inter. Il a écrit sur l'évolution des modes de tarification du train, revenant notamment sur l'importation du yield management à la SNCF à la fin des années 80. Dès les origines des chemins de fer, il y a un prix du kilomètre et il y a une distance. Et pour obtenir le prix du billet de train, il suffit de multiplier la distance par le prix d'un kilomètre. C'est quelque chose qui est assez simple, qui est assez rudimentaire, mais qui a le mérite de poser un principe d'égalité de traitement entre tous les usagers, qui est un des fondements du service public ferroviaire. L'idée, c'est que les gens ont besoin de se déplacer. Ils créent de la valeur en se déplaçant et l'État met à disposition un service public du déplacement sur rail, il le finance. Mais avec le développement du rail, on va rapidement avoir certaines lignes qui vont se retrouver saturées. Toujours plus vite, meilleur confort sont les buts à atteindre. Les efforts ne sont pas ménagés et de très beaux résultats ont été obtenus. La SNCF doit s'équiper en conséquence avec des nouveaux trains qui vont avoir un coût. Et pour assurer ces frais, l'idée va naître d'augmenter le prix de ces lignes en adaptant les tarifs au coût spécifique de la ligne empruntée. L'idée, c'est vraiment de faire payer aux usagers considérés comme des clients le prix qu'ils coûtent à la SNCF. Et ça va perdurer jusqu'aux années 80. Pas possible. Mais si, c'est bleu s'il faut. Au revoir. En 1981, François Mitterrand est élu président de la République. 2 ans plus tard, c'est le tournant de la rigueur, et la France entame une séquence de réduction de la dépense publique. L'enjeu, c'est dépenser moins pour les entreprises publiques, pour les services publics. L'État cherche à réduire la part de financement de la SNCF en poussant le rail à s'autofinancer. Pour assurer cet autofinancement, la SNCF va devoir trouver le moyen de dégager davantage de profits. Mais sa marge de manœuvre est restreinte. Pas de produit révolutionnaire à inventer, l'objectif c'est avant tout de remplir les trains. Et c'est à ce moment-là que son regard va se tourner vers les États-Unis. Le yield management, il est inventé au milieu des années 80 par 2 compagnies, Delta Airlines et American Airlines.
Et la SNCF importera ça, rachètera en fait le système de yield management à American Airlines. Alors, on parle bien d'un système, parce que pour faire varier les prix en continu, il faut agréger énormément de données. Il faut savoir à quel niveau se situait la demande les années passées, et intégrer les événements qui pourraient être de nature à booster les commandes. Tout ça alors que l'informatique se trouve encore à un stade embryonnaire. Au guichet, les vendeurs ne comprennent pas ce qui se passe parce que les prix des billets ne correspondent pas au prix normal. Par exemple, ils disent voilà, il me sort 0 francs, mais je ne peux pas vous le vendre à 0 francs, je ne sais pas pourquoi. C'est pas possible? Si, et c'est gratuit. L'algorithme, il est piloté par des yield managers. Il y a une salle, alors ils appellent ça la salle des marchés, et c'est une salle de vente de billets de train, disons. Vous êtes au COC, le service qui s'occupe de faire en sorte que nos TGV soient les plus remplis et qu'on transporte le maximum de voyageurs. Ils savent déjà que de toute façon leurs trains seront pleins le 24 décembre. Parce que les gens ils veulent voyager le 24 parce qu'ils sont en vacances à partir du 23 et pas le 21 ou pas le 19, pas le 20. Donc ils anticipent un certain niveau de prix qui correspond à ce qu'ils estiment être le prix permettant d'atteindre un remplissage à 100%. Des pros de la statistique, passés maîtres dans l'art de remplir les trains à 100%. En France, ça a été relativement accepté par la clientèle qui n'a pas saisi en fait ce qu'il y avait derrière, parce que aussi c'est progressif. Au début, les billets, c'est pas de 1 à 5. L'amplitude entre le billet le moins cher et le plus cher, c'est progressif. Donc il faut habituer le consommateur avec l'argument qui est « mais si vous comprenez comment ça fonctionne et que vous anticipez, vous allez en tirer un bénéfice parce que le prix que vous payez est inférieur au prix moyen ». En Allemagne, ils l'ont mis en place et quelques mois plus tard, ils ont arrêté. Alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais parce qu'en fait, ils perdaient énormément de clients, c'est-à-dire qu'en gros, soit les gens acceptent et ils achètent, soit il y a des comportements de protestation qui peuvent aboutir à des formes d'exit en fait. Je vais prendre la voiture parce que je ne comprends pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le yield management cherche à maximiser les profits dans une conception du ferroviaire qui vise à l'autofinancement et donc à la rentabilité. Sauf que dans le même temps, la SNCF doit faire face à un autre type de frais qui n'a cessé de s'alourdir. Les péages. Et oui, les péages, c'est un aspect assez peu connu du sujet, mais quand vous réservez un TGV, près de 40% de ce que vous payez, c'est des péages. Ou plutôt, des redevances ferroviaires que la SNCF verse à la SNCF. Comme sur la route, on va faire payer ceux qui utilisent les infrastructures ferroviaires. Le montant du péage va dépendre de la longueur du trajet, mais aussi de l'heure à laquelle le train circule, avec des heures pleines et des heures creuses, ce qui permet aussi d'expliquer la différence de prix entre un train du mercredi midi et un train du vendredi soir. La SNCF Voyageurs, celle à qui vous achetez le billet, n'est pas propriétaire des rails. En fait, historiquement, on avait une seule entité, la SNCF, qui gérait non seulement le transport des voyageurs, mais aussi le rail, son entretien et sa modernisation. C'est en 1997 qu'intervient la grande dissociation. On va créer d'un côté RFF, Réseau Ferré de France, qui deviendra par la suite SNCF Réseau, qui sera chargé des infrastructures ferroviaires, et d'un autre côté SNCF Mobilité, qui deviendra SNCF Voyageurs, qui sera chargé du transport des personnes. L'idée dans la création de Réseau Ferré de France, c'est une demande de la part de l'Union européenne. Respecter la directive 91/440, c'est de séparer le réseau de telle sorte que d'autres compagnies puissent circuler, d'autres compagnies que la SNCF. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un objectif qui n'a rien à voir avec le ferroviaire en tant que tel, qui renvoie au traité de Maastricht. Le traité de Maastricht introduit la règle des 3%, qui va venir sanctionner les économies dont le déficit public dépasse ce seuil. Or, la dette de la SNCF, entreprise publique, expose la France à une sanction de l'Union. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Et comment la SNCF peut faire pour se développer alors qu'elle est très endettée? Une manière, c'est d'enlever la dette et de la mettre dans une entité autonome, Réseau Ferré de France. À partir du moment où un établissement public tire ses revenus d'une activité commerciale, sa dette éventuelle, elle n'est pas comptabilisée en dette d'État. Et c'est le cas de RFF, puisque c'est la SNCF qui payait un péage à RFF, et qui, de ce point de vue-là, tirait ses revenus de l'argent versé par la SNCF. Le problème, c'est que maintenant, c'est à RFF d'éponger cette dette, et pour ça, la voie est toute trouvée. À partir des années 2000, la redevance ferroviaire va monter en flèche. En 10 ans, entre 1997 et 2008, son montant est multiplié par 3. Avec des conséquences pour la SNCF, puisque s'il y a augmentation de péage, il y a augmentation des coûts. Renfe ou Trenitalia, ils proposent des billets moins chers. Pourquoi? Parce que pour favoriser l'entrée de nouvelles compagnies sur le marché ferroviaire, l'autorité de régulation des transports autorise SNCF Réseau à proposer des péages à des tarifs préférentiels pour les entreprises concurrentes de la SNCF, nouvelles entrantes sur le marché.
Et ce mouvement, rien n'a été fait pour l'endiguer. L'autorité régulatrice des transports a encore récemment validé une hausse moyenne des péages de 8% pour l'année 2024, ce qui en fait le montant le plus élevé du ferroviaire européen. Une situation qui, début janvier, avait conduit 8 régions à saisir le Conseil d'État contre des hausses qualifiées d'insoutenables. Voilà, le Paris-Lyon est rentable, certes. Une grosse partie des gens qui prennent le train à Paris ne sont pas de Paris intramuros, donc ils vont prendre des transports en commun qui ne sont pas rentables. Peut-être qu'ils viennent de banlieue, ils ont pris le RER, c'est une activité qui n'est pas rentable, qui est financée. Peut-être qu'ils ont pris des TER, c'est une activité qui n'est pas rentable, qui est financée à 70% par les collectivités territoriales. Et si on enlève tout le reste et on supprime ces lignes, est-ce que le Paris-Lyon continuera à être rentable ? C'est pas sûr. On touche là aux limites de l'approche comptable qui préside à notre politique en matière de transport. Derrière le service public, il y a l'obligation de transporter, il y a l'égalité de traitement. Le train de 15h43, il n'est pas rentable, il va être supprimé. Donc il y aura une obligation de transporter, pas tellement en fait. L'égalité de traitement, bon, je pense que ça c'est assez clair. En fait, tout le monde n'est pas traité de la même manière. On est jeune, on est vieux, on achète son billet avant, après. Donc il y a une philosophie du yield management qui repose sur le fait que si on veut voyager, il faut avoir les moyens de voyager. Si on n'a pas les moyens de voyager, il faudra voyager à un autre moment, éventuellement tard le soir ou tôt le matin. Il y a des gens qui ne peuvent pas anticiper leur voyage, ça dépend de leur chef. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là ? Ils vont prendre la bagnole, ils vont faire du covoiturage. Ça crée des effets de discrimination basés sur les revenus. Ce qui est le cas par ailleurs dans la plupart des pans de l'économie privée, mais là on parle d'une entreprise publique qui a été créée à l'origine pour des missions de service public. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer des sujets dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.